Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors au sommaire ce jour, nous aurons à parler de démocratie et valeurs. C'est le nom du nouveau courant au sein du Front populaire ivoirien, dirigé par l'ex-secrétaire général Isiaka Sangaré. Ensuite, la liste électorale attirera notre attention à ce jour, plus de 200 000 enrôlés. Et enfin, le groupe d'action financière, le GAFI, qui vient de mettre notre pays sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Que vous ayez passé un excellent week-end. Merci en tout cas de nous rejoindre. Et j'espère aussi pour mes amis un bon week-end. Herman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, ouais, on est là. Très bien, Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle. En tout cas, je tiens à vous rassurer que le week-end, il était simplement, excusez-moi du terme, mais jouissif. Mais on a eu des échos. Hein. Jouissif vraiment avec un Barcelone qui a humilié le Real Madrid 4-0. À côté de ça aussi, j'ai passé un très bon moment dans une atmosphère spirituelle avec le concert de Maria Adé qui a été un total succès. En tout cas, pour moi, je dis que le week-end a été un week-end enrichi. Très bien. Marius, comment est votre week-end? A-t-il été bon? Oh, ben, un week-end paisible, hein, tranquille, avec les miens, histoire, parce qu'on n'est pas trop souvent avec les nôtres. Il faut en profiter. Donc, il faut profiter du week-end pour leur consacrer un temps soit peu du temps. Et vous avez bien fait. Davouda, et votre week-end? Mon week-end était bien. Bonsoir Christelle, il était très reposant. Voilà. Il n'était pas aussi jouissif comme celui de l'Élysée. Franchement, on va pas rajouter mais j'estime qu'il a été très récréatif, même si le Real a été battu, mais ce n'est que partie remise. Parce que je sais que le Barça gagne des matchs, mais la coupe, c'est plus le Real. Très bien. Alors, Marie, je pense vous avoir posé la question sans vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Merci. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme qui démarre maintenant. Notre premier sujet du jour, c'est donc cette crise au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Le samedi 26 octobre 2024, à Abidjan-Cocody, il y a eu donc le lancement d'un nouveau courant au sein de la machine politique FPI, dénommé Démocratie et Valeurs, piloté par l'ex-secrétaire général du FPI, Isiaka Sangaré. Et Herman Aboua, votre postulat là-dessus? On voyait la chose venir. Moi, tant que les gens ne partent pas, n'ont pas décidé de quitter le Front populaire ivoirien, et que c'est un courant qui veut exprimer, et tant que leurs textes le leur permettent, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Parce que je crois que ce courant-là a été créé sur la base des articles... En vertu de l'article 5. L'article 5 des statuts du Front populaire ivoirien. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Je sais que par le passé, dans les années, je crois, 1998, Awadon Melo avait créé le FPI Renaissance en ne partant pas, mais finalement, il s'était entendu après avec la direction de son parti, des années plus tard. Voilà. Donc, je veux dire que tant que ce n'est pas une dissidence formelle qui demande un départ, mais en même temps... dissidence sous fond de crise, quand même. C'est quand même sous fond de crise, et c'est pourquoi mon inquiétude, si ce n'est pas pour arracher le FPI de façon, je veux dire, de façon irrégulière à la direction actuelle, au président actuel, ça va aller. Moi, je pense qu'ils doivent pouvoir continuer de discuter à la direction, de sorte que les tests qu'ils évoquent ou les irrégularités qu'ils évoquent se règlent dans le cadre des tests. C'est toujours bon qu'il dans le Front populaire ivoirien, comme son nom l'indique, c'est un front, donc un front de courant. Et je ne crois pas que cela puisse, si jamais les gens jouent un bon jeu dans une démarche politique, je ne crois pas que cela puisse ébranler leur parti politique. Élisée Bouloubeuf, justement, courant sous fond de crise, est-ce que justement cela pourra encore aller à la stabilité? On pourra parler de stabilité au sein de ce parti. D'accord. Déjà, moi, je voudrais relever le caractère légal de la création de ce courant. Bien sûr, on l'a dit. En tout cas, voilà, à suivre le titre 5 des règlements intérieurs, ces articles 74. C'est quelque chose qui est légal. Mais quand on finit de dire ça, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est utile? C'est-à-dire? C'est là ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est utile de créer un courant au sein du FPI, surtout qu'on sait que ce courant est créé sous fond de crise? Parce que justement, il y a, je vais dire, des disputes entre le président du parti et un certain cadre qui décide donc de créer ce courant-là. On sent que c'est un courant qui, à la longue, pourrait aboutir
à la création, peut-être même une formalisation vers un parti politique, donc un schisme qui peut être créé. Est-ce qu'aujourd'hui, à 1 an des élections présidentielles où le FPI compte jouer un rôle, est-ce qu'aujourd'hui c'est avantageux pour ce parti-là de pouvoir accepter à son sein un tel courant, ou bien de pouvoir enregistrer un tel courant à son sein? Allez, Élisée, je peux vous répondre. Il dit, nous avons fait ce choix pour donner plus de chance au parti de grandir dans le respect de la démocratie et de la liberté. Oui, mais on aurait pu faire permettre au parti de grandir il y a des années en arrière ou il y a des mois en arrière. Pourquoi c'est aujourd'hui, pendant qu'on est dans une situation de crise avec, je vais dire, le président du parti, on est confronté à ce que j'appellerais, selon leur thème, une injustice de la part du président du parti qu'on va créer ce courant. Du courant, on pourra donner toutes les raisons, mais on sait qu'il a été créé justement parce qu'on est dans un contexte de crise. Et comme je le dis, ça arrive de s'exacerber et même arriver à un schisme, à une séparation. Et c'est ce qui n'est pas évident et nécessaire aujourd'hui pour le FPI. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est utile aujourd'hui de faire ce courant? Et puis, moi, ce qui se passe au FPI me ramène un peu vers le PDCI il y a quelques mois, il y a quelques années en arrière. Vous savez, l'histoire est têtue. Il faut souvent prendre la peine d'interroger l'histoire. Quand vous regardez, je prends le PDCI à l'époque. Quand Alphonse Didier Madi... À l'époque de quel président? À l'époque du président Bédier. Alphonse Didier Madi était secrétaire général du PDCI. Mais Alphonse Didier Madi a vu des vêtes et des pas mûres de la part de M. Gikawe à l'époque, qui lui a fait voir de toutes les couleurs. Mais quand Gikawe est devenu secrétaire exécutif du PDCI, il en a vu aussi des vêtes et des pas mûres de la part de d'autres personnes aussi. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que vous le voulez, oui ou non, dès l'instant que vous vous mettez dans une telle posture, vous êtes indubitablement en train de créer une spirale d'instabilité. Et c'est ça qu'il faut éviter. On dit qu'on est dans un parti de dialogue, mais pourquoi on ne s'assoit pas et on ne discute pas pour arriver à des compromis qui puissent permettre au parti de garder quand même l'essentiel, c'est-à-dire l'unité. Ont-ils épuisé les ressources en interne? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut toujours discuter, on peut toujours s'expliquer. Même ce qu'ils sont en train de faire, si demain on doit aboutir à une réunification ou bien à une unité du parti, il va falloir qu'on essaie pour discuter. Donc, il faut qu'on fasse toujours l'économie des crises, ce n'est pas utile. Marius Komoré, l'utilité déjà, et puis mais avant cela, votre regard justement sur la création de démocratie et valeurs? Ça répond bien et bien à la volonté de ces initiateurs. Lorsque justement il y a une dissidence qui se crée au sein d'un parti ou d'une organisation politique, comme le Front populaire ivoirien, il aurait été préférable que les instances de règlement des crises au sein à l'interne, au sein du parti, devraient jouer leur rôle pour éviter justement la création de tels courants. Avez-vous l'impression justement qu'en interne, comme je le disais à Élisée, est-ce qu'on a épuisé tous les recours? Oui, dès lors qu'on en arrive là, c'est qu'on a épuisé effectivement tous les recours, ou alors bien, on pourrait dire tout simplement qu'en face, on n'avait pas véritablement solution à nos préoccupations, étant entendu qu'il y avait une durabilité qui s'opposait. Une décision, par exemple, de l'instance de direction, de gestion, de gouvernance du parti qui imposait son déshydratat. À partir du moment où vous imposez votre déshydratat, vous n'êtes pas ouvert à la discussion. Je crois savoir que, ou alors que les autres aussi, les dissidents, n'étaient pas ouverts à la discussion. On en arrive là. Et puis c'est dommage que ce soit un courant créé sur la base donc, des tests donc, du titre 5 et des articles 74 du FPI qui permettent la création de tels courants, parce que je constate qu'autour de la table de séance, à la création, annonçant la création de cette entité, de ce courant, il n'y a que des dissidents assis, dont le plus illustre connu est Maître Gobé. Donc il faut bien il faut bien reconnaître que il y a eu quelque chose qui n'a pas marché dans la résolution de cette crise à l'interne. Et donc, il faut faire en sorte que ce courant meure de sa propre mort dès sa naissance en créant les conditions. Selon vous, il ne doit pas prospérer? Mais non, du tout. Je pense que le président du parti doit jouer un rôle prépondérant pour justement ramener assurément et à n'en point douter ses amis d'hier. Et je pense qu'ils sont encore amis, puisqu'ils ne sont pas partis du parti. Ils ont juste décidé de créer un courant au sein du parti pour faire prévaloir justement leurs idéaux. Il est tout à fait indiqué que demain sera certainement plus reluisant pour le président du parti et les dissidents à sa gestion, de sa gestion, pardon. Alors Daouda,
Est-ce que ce parti, le FPI, a besoin en ce moment d'avoir un courant en interne? L'initiateur dit qu'ils ont fait ce choix pour donner plus de chance au parti de grandir dans le respect de la démocratie et de la liberté. Avait-il besoin de cela, justement, pour pouvoir grandir, Daouda? Bon, avant de répondre à votre question, il est important de revenir en fait sur l'historique au moins du FPI parce que c'est très important de le dire. Le FPI est abonné à la création de mouvements en interne. Je pense qu'Herman parlait tout à l'heure de Don Melo en 98 avec Renaissance. Voilà. Au départ de l'ex-président Laurent Gbagbo à La Haye, on a tous assisté à un combat fratricide entre le camp Gbagbo lui-même et le camp Afi. Finalement, ils se sont tous retrouvés devant la justice qui a tranché. Aujourd'hui, comme vous le dites, on assiste à l'érection de démocratie et valeurs qui, selon eux, a pour objectif d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et de favoriser la démocratie interne et externe. Quand je dis tout ça, pour moi, en fait, cela dénote en fait d'un manque de démocratie en interne des partis politiques. Pourquoi? Et ce n'est pas inhérent seulement qu'au FPI. Populaire. Oui, c'est pratiquement tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ici. Qui ne feraient pas montre de démocratie? De démocratie, ne nous voilons pas la face. Parce que dans les différents partis politiques, souvent de fois, il y a des partis qui arrivent à gérer. D'autres, par contre, c'est souvent difficile. Quand on sait que d'abord, il y a une absence de mécanisme inclusif de prise de décision. Généralement, c'est le président qui décide en tout chef, en plein temps et en plein pouvoir. Première chose. La deuxième chose, c'est que dans nos différents partis politiques, on a une centralisation excessive du pouvoir. Autour du président, c'est ça? Autour du président. La troisième chose, c'est que c'est le manque de transparence et de respect à l'endroit des autres militants. Parce que quand on a fini de parler de l'absence de mécanismes inclusifs, de la centralisation du pouvoir, parce que pourquoi est-ce que ces dissidents s'en vont dans un premier temps? Ils sont toujours là, au Front populaire. En griffe. Je préfère dire ils s'en vont en griffe. Sinon, ils sont toujours restés. Voilà. Parce qu'à la vérité, ils sont dissidents aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le président Pascal Affi N'Guessan n'a pas été transparent dans sa gestion, dans un premier temps. Maintenant, aujourd'hui, ce que Marius disait tout à l'heure, quand on suspend Godé, qui est aujourd'hui notre adversaire en interne au Congrès, il y a problème. Donc moi, aujourd'hui, j'ai de véritables inquiétudes. Et quand je finis de dire tout ça, j'estime qu'aujourd'hui, notre démocratie, en fait, l'opposition en Côte d'Ivoire fait en sorte de faire le lit du parti au pouvoir. Parce que ça ne donne aucune visibilité aux électeurs pour 2025. Parce que tous les partis d'opposition se tirent dans les pattes. En interne, même, dans certains mêmes partis, même, on se tire dessus. Sans compter que d'autres partis d'opposition vont tirer sur d'autres partis. Donc finalement, je me dis, l'électeur qui doit aller voter en octobre 2025, il se dit, mais pourquoi est-ce que je voudrais choisir des gens qui eux-mêmes ont des problèmes en interne pour avoir une forme de démocratie? Donc il faut pouvoir se poser cette question-là véritablement. Alors Élisée Boloubeu, tout ceci serait parti justement de la fin, de la rupture de ce partenariat avec le RHDP. Oui. Effectivement, depuis cette rupture de partenariat, on a vu un peu, je vais dire, ce lever de bouclier, cette levée de bouclier, voilà, de la part de M. Sangaré et un ensemble de cadres du FPI pour qui il n'était pas nécessaire de rompre ce partenariat. Mais ils ont surtout estimé que les conditions dans lesquelles la rupture est parvenue ne reposaient pas sur les textes. Voilà, et que ça a été fait un peu de façon unilatérale, en griffe, et emprunté un peu leurs propos, les explications de M. Siaka. Ça s'est fait de façon unilatérale, ce qui n'était pas juste. Même si on devait parvenir à une rupture de partenariat, ils estiment que ça aurait dû être fait selon les textes. Bon, le président du parti aussi, il reste ferme sur sa position que ça s'est fait selon les tests, qu'il y a eu un comité central qui a abordé la question et au terme de ce comité central, la décision a été prise de rompre. Toujours est-il que moi, j'estime pour ma part que c'est des positionnements qui peuvent être perçus en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres. Mais une chose est certaine, au-delà de tout ça, un parti politique, surtout de la trempe du FPI, en réalité doit aspirer à jouer des rôles majeurs et non pas des seconds rôles. C'est-à-dire c'est un parti quand même au regard de sa naissance et de son histoire dans la vie politique ivoirienne. C'est un parti qui aujourd'hui
doit être un candidat potentiel et vrai des échéances électorales mais comment présidentielles. justement arriver à cela, selon Voilà, vous? donc, mais c'est ça justement, on ne peut pas y parvenir quand on a déjà des dissensions comme ça. Ça fragilise le parti. Pour y arriver, il faut d'abord qu'on ait une certaine cohésion et puis qu'on investisse le terrain et qu'on présente, je dirais, un discours nouveau. Voilà, qu'on n'entende plus ces discours passés qui en réalité ne font plus recette, mais qu'on entende des discours nouveaux qui épousent l'air du temps et qui sont en réponse, je dirais, aux problématiques aujourd'hui des Ivoiriens. Et ça, je crois que sur cet aspect-là, le FPI a encore des efforts à faire, beaucoup d'efforts à faire. Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment inutile pour moi qu'on arrive à cette situation-là. Et ils gagneraient, tout bord confondu, ils gagneraient vraiment à mettre un peu d'eau dans leur vin, à faire profil bas et puis vraiment à ramener la cohésion au sein du parti parce que je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. Herman, le courant justement annonce des tournées à venir pour aller informer les militants justement sur la création de démocratie et valeurs à l'effet que ceux-ci puissent s'impliquer activement. Est-ce que là on ne va pas justement perdre un peu les militants en les emmenant sur un terrain alors, au lieu de se préparer pour 2025 ? C'est dommage, hein, mais moi je pense que certains peut-être situent le problème du Front populaire ivoirien avec la récente, je vais dire, séparation avec le partenariat, le partenariat avec le RHDP. Ouais. Moi je pense qu'il faut aller plus loin. C'est lorsque le président du Front populaire ivoirien a choisi, parmi tant d'autres, hein, des discours qui étaient beaucoup plus clivant avec ses camarades. On se souvient, on a rappelé ici la crise depuis 2012 jusqu'à à partir de 2012 jusqu'à la séparation même, où il y a eu deux entités, une entité qui avait pour père spirituel, on pourrait dire Laurent Gbagbo, qui était géré ici sur place par le vice-président Abou Draman Sangaré du Front populaire ivoirien, père à son âme. Et jusqu'à ce que le FPI, ceux-là, ses anciens camarades, partent devant une juridiction et que cette juridiction donne raison au président Pascal Affi-N'Guessan, justement parce que ses discours, son orientation de sa ligne politique arrangeait, faisait plus ou moins l'affaire du pouvoir en place. Et donc aujourd'hui, c'est quoi? Les gens constatent que cette direction dans laquelle le président nous a emmenés jusque-là, il veut nous faire partie, c'est ça, la rupture du partenariat. Le partenariat, qu'on dit, c'est un partenariat stratégique, mais on le sait, en vrai, c'est un partenariat politique, puisque les gens sont allés quand même ensemble à des élections politiques. Et Pascal Affi-N'Guessan constate aujourd'hui que ce partenariat, il ne gagne rien. Depuis tout ce temps de ce partenariat... ou la personne, justement? Je parle du FPI. Et aucun ministère même, c'est-à-dire que pour les partenaires même qui n'avaient pas forcément pignon sur rue par rapport au Front populaire ivoirien, ces partenaires politiques-là avaient souvent au moins un ministère à gérer. Et finalement, le président Pascal Affi-N'Guessan, avec son groupe, ils sont restés sans ce portefeuille jusqu'à ce que, malgré leur constance dans ce partenariat. Pour ce que c'était politique. Aujourd'hui, s'il y avait un positionnement politique, on n'aurait pas eu la fin de ce partenariat, Herman? Mais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que Laurent Gbagbo a lancé, comment on appelle l'appel de Benoît. Et finalement, Pascal Affi-N'Guessan comprend qu'il doit repartir à ses origines. Il veut orienter le FPI qui gère à accepter cette alliance-là. C'est ce qui a créé le point de discorde. Moi, je pense que c'est là que le problème est passé. Oui. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan est confronté c'est comme s'il y avait des enfants dans une maison. Maman dit que c'est votre nouveau papa. Et on va terminer. Et on est avec le nouveau papa. Et puis un matin, il nous donne tout. Non, il faut qu'on retourne à un autre papa qui nous battait. Que tu disais qu'il nous battait. C'est difficile que les enfants partent. C'est la lecture que vous en faites. Mais c'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, les gens, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de créer leur parti politique, parce que pour être fort, l'objectif, c'est de faire en sorte que leur courant soit le courant le plus dominant au sein du Front populaire ivoirien. Ils créent un courant, ils sont à l'intérieur. Très bien, on verra donc, messieurs, on verra donc ce qui va se passer. On espère en tout cas que la sérénité reviendra au sein du Front populaire ivoirien. Alors notre second regard se portera donc sur la liste et la révision de la liste électorale. Le président Coulibaly Kuibière a visité les centres d'enrôlement et déjà, Daouda, plus de 200 000 enrôlés. Bonne nouvelle. Bon, j'ai envie de dire bonne nouvelle, mais je pense que c'est une bonne nouvelle qui est plus ou moins mitigée. Pourquoi? Voilà, parce que selon des sources même qui sont proches de la CEI,
on parle de 200 000 dans l'article, bien évidemment, mais aujourd'hui, à la date actuelle, là où nous sommes là, nous sommes à 311 071. Oui, ça augmente requérants. Et dans les 311 071 requérants, on a 185 000 catégories 2. Et cette catégorie 2, là, ce sont les nouveaux électeurs. Les primo-votants. Voilà, les premiers votants. Et donc, information prise auprès des gens de la CEI, ils estiment que c'est vrai, parce que quand on entend 185 000, on se dit « Ah, c'est petit ». Mais eux, quand ils analysent à la même date, à la même période, sur les autres années qui sont passées, où il y a une révision de la liste électorale, vraiment, le chiffre est véritablement en hausse que les années... Mais en même temps, par rapport au volume d'électeurs, le ratio est tout petit. À pouvoir inscrire, le ratio est tout petit, Daouda. On parle de 85 millions d'électeurs à inscrire, normalement. Voilà, c'est pourquoi eux-mêmes, en fait, au niveau de la CEI, ils estiment que c'est moyen. Je pense que c'est ce que le président de la CEI a dit lors de sa tournée. Quand il est arrivé au niveau du lycée moderne de Treichville, il a trouvé que c'était véritablement moyen. Et moi, c'est le lieu pour moi d'encourager en fait tout le monde à aller, surtout les primo-votants. Parce que ce qui me gêne un peu, c'est que quand on voit cette révision de la liste électorale, on a comme l'impression que beaucoup d'hommes politiques ont l'impression que cette élection, c'est seulement pour le président de la République. Non, il y a plusieurs, il y a d'autres... Mais justement, parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous donne cette impression? L'impression que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui ont envie qui seront peut-être candidats aux législatives, qui seront peut-être candidats aux municipales, qui seront peut-être candidats au régional, qui sont indépendants. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas sur la liste pour la présidentielle que tu dois te dire « je m'assois » parce qu'il faut pouvoir faire cette révision de la liste électorale en prévision des municipales, des régionales et autres. Et je pense que tout le monde doit pouvoir s'impliquer. Et durant cette visite, le président de la CEI a véritablement féliciter les partis politiques et la société civile qui est en train de battre le pavé pour encourager. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, au plateau, j'ai été surpris de voir des jeunes de 18 ans, 19 ans, brandés aux couleurs de la CEI, mais se promener au plateau pour parler... Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Non, ils étaient habillés à l'effigie de la CEI, avec le slogan « Active ton pouvoir », pour parler à d'autres jeunes. J'avoue que ça m'a véritablement marqué, ça m'a véritablement fait plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont mis une communication en fait, de proximité des jeunes qui parlent aux jeunes dans leur langage. Je pense que d'ici les 3 semaines, j'espère qu'on aura plus de peut-être 2 millions, 3 millions sur la liste électorale. Pourquoi pas? Alors Marius Komoué, le président de la CEI qui prend son bâton de pèlerin pour aller justement voir, vérifier que les inscriptions se font bien, que tout se passe bien, à encourager? Encourager, initiative appréciable et louable, pour ne pas dire salutaire, et qu'il faut d'ailleurs souligner. Le président de la CEI, en le faisant, démontre effectivement que c'est la commission électorale indépendante qui est en charge l'organisation de l'élection, à commencer par l'enrôlement des électeurs. Et je pourrais dire que c'est une initiative qui, comme le disait Daouda tantôt, devrait être suivie par non seulement, comme le fait la société civile, mais surtout par les hommes politiques et les partis politiques. Cette jeunesse qu'il a pu rencontrer au plateau, qui invitait les populations sur le plateau à aller se faire enrôler, c'est ce que devrait être le travail des partis politiques qui devraient recruter des jeunes gens, des jeunes filles dans les villages, dans les communes, dans les quartiers. Oui, c'est à travers leur représentation, à travers les cellules de représentation sur l'ensemble du territoire national, ils devraient inviter les uns et les autres parce qu'effectivement, comme le disait Daouda, et je soutiens, l'élection, l'enrôlement ne servira pas seulement à l'élection présidentielle, l'enrôlement servira également aux élections locales. Or, l'élection locale est une élection de développement, est une élection qui prend en compte les besoins des populations. C'est une élection surtout de proximité, effectivement. Et donc, il est tout à fait indiqué que les partis politiques, je suis très heureux d'ailleurs de constater que le PDCI à la matière dénote sa volonté de voir inscrit sur la liste ses militants et ses militantes. Il est bon que les autres partis, sans distinction, continuent d'haranguer, de susciter l'engouement au sein de leur base, au sein de leur cellule de base, au sein de leurs militants et militantes, au fin de les voir enrôlés nombreux sur la liste électorale. Élisée Boloube, il faut saluer donc tous ces primo-votants qui s'inscrivent sur la liste électorale, en espérant que d'ici le 10, on aura encore le chiffre, le nombre va grimper.
Oui, mais moi, je voudrais interroger nos partis politiques dans toute cette histoire. Tantôt, on accuse la CEI de ne pas suffisamment informer, de ne pas suffisamment faire de publicité, de ne pas suffisamment sensibiliser. Mais ils sont où, les partis politiques? Quel est leur rôle dans tout cet écosystème? Là, aujourd'hui, on est à, selon les statistiques de la CEI, on est à 19 enrôlés, là où on attendait 50 enrôlés au moins jour par bureau de vote. On est à 19, c'est-à-dire environ 38%. À cette allure-là, là aujourd'hui, Daouda nous donnait l'information tout à l'heure, à l'heure actuelle, d'environ 300 000 enrôlés sur la liste. 311 011. Oui. Ça nous fait plus d'une semaine qu'on a démarré. Disons une semaine. Il nous en reste 2. Ouais. Si on va sur cette tendance-là, ça veut dire même à la fin des 21 jours, on n'aura même pas atteint 1 million d'enrôlés. Alors qu'on a 4,5 millions Alors que l'objectif, c'est d'avoir 4 millions ou 4 millions et demi d'enrôlés. Vous imaginez, c'est bien beau de souvent faire de gros discours, de toujours brandir, je vais dire des discours qui ont tendance à susciter la frayeur dans l'esprit des Ivoiriens et tout ça. Mais aujourd'hui, là, je pense que les partis politiques, toutes tendances confondues, ils doivent se poser des questions. Ils doivent se poser des questions. Quelles questions, par exemple, Élisée? Mais attends, on nous a dit que 3 semaines étaient insuffisantes, qu'on allait faire sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois. Mais après une semaine, il ne s'agit pas juste de dire que c'est insuffisant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour démontrer qu'effectivement, les 3 semaines qu'on dit être insuffisantes sont vraiment insuffisantes? Moi, j'ai pensé, honnêtement, que quand on allait ouvrir les bureaux de vote, les bureaux de vote allaient être pris, pardon, les bureaux de vote, les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement, ça allait être pris d'assaut. Mais quel est le constat qu'on fait aujourd'hui? Il s'agit pas, mais justement, et ça c'est là que je dis aux partis politiques, vous voyez ce que vos discours provoquent au sein de la société. Vous pensez que ce sont les partis politiques? Mais le problème, c'est qu'ils oublient, c'est que leur discours, au lieu de mobiliser, de sensibiliser, crée le dépit et le découragement. Parce que je vous ai dit, la dernière fois, j'ai pris un exemple simple. Mais ça dit que je vais réfléchir même tout bêtement. Vous et moi, qu'est-ce qui va, moi, me motiver à payer du transport, me déplacer, aller me faire enrôler sur une liste électorale, quand je sais que les acteurs politiques, éventuellement, qui vont recourir ou bien qui vont solliciter ma voix, là, sont déjà prêts à s'entre-déchirer? Mais ce n'est pas utile, je reste dans mon coin tranquillement. Donc tous ces verbatim, justement, poussent les électeurs, enfin, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut qu'ils réorientent le discours, qu'ils fassent comprendre aux Ivoiriens que ce pourquoi on leur demande de venir s'inscrire sur la liste, ce n'est pas pour aller faire palabre. Voilà, mais c'est justement parce qu'on veut apporter un ensemble de solutions. Il faut réorienter le discours. Parce que le discours est tout le temps dans, il y a du vol, il y a une possibilité de fraude, il y a une tentative de suspicion. Les gens ne sont pas honnêtes. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas de nature à rassurer les Ivoiriens. Et ça ne motive pas les gens à se mobiliser pour aller se faire enrôler. Parce qu'ils ne veulent pas contribuer à la déchirure encore de la Côte d'Ivoire. Donc, en dépit de cela, Élisée, quand on constate cela, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas encore fait inscrire justement sur la liste électorale? Mais une chose est certaine, moi, en tant que citoyen, je dirais, citoyen porté par ce devoir civique, je dirais aux Ivoiriens que c'est votre devoir de choisir vos dirigeants. Mais en même temps, ne perdons pas de vue une chose qui est fondamentale. Le vote, il n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. La loi n'a pas légiféré dessus pour rendre obligatoire. L'Ivoirien, il est libre. S'il pense qu'il veut aller au vote, il va au vote. S'il veut, il ne veut pas. Mais moi, je dis aux Ivoiriens qu'il faut que vous partiez vous faire enrôler. Moi, je ne vous tiendrai pas un discours qui va vous faire peur. Allez vous faire enrôler parce que vous avez la capacité de choisir qui vous voulez à la tête de votre pays, qui vous voulez à la tête de votre localité, parce que ce n'est pas juste pour la présidentielle. Très bien. On aura des législatives, on aura aussi les municipales. Qui vous voulez, qui va vous diriger. Donc vraiment, ne laissez pas les autres choisir pour vous. Allez-y vous faire enrôler, allez voir la révision de la liste électorale et puis enrôlez-vous pour que vous puissiez décider aussi de qui va diriger les destinées de votre pays. Très bien. Herman, voilà, quand on finit de dire tout ceci, quel est votre regard justement? Moi, mon regard, d'abord, il faut que je rassure certains sur ce plateau. Je ne crois pas que les acteurs politiques ne soient pas conscients de leur rôle à jouer auprès des Ivoiriens et des populations pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Depuis, je crois bien que sur ce plateau, on ne cesse de reconnaître que sur le terrain, on voit tous les partis politiques dans leurs différentes fédérations. Permettez, il termine son point, s'il vous plaît. Je peux terminer. Hein. Il termine son point. Qui sont sur le terrain, que ce soit le PDCRDA, que ce soit le RHDP, que ce soit le PPACI, les 3 grands blocs, les gens sont sur le terrain. Il faut d'ailleurs même aller sur le terrain pour constater cela. Le week-end dernier, j'étais chez moi à l'épée. J'ai moi-même, à la faveur d'une cérémonie que je parrainais, je suis allé, j'ai profité pour, comment on appelle, sensibiliser les jeunes à se faire enrôler. Je suis allé constater l'effectivité de l'enrôlement dans les centres. Je suis à l'épée même, j'ai participé à une activité de jeunes au cours de laquelle j'ai appelé... Et le message passe auprès de la jeunesse? Le message passe, mais il faut juste pour le dire. Mais aujourd'hui, moi j'avais dit quoi? Ce n'est pas que les gens ne veulent pas se faire enrôler.
aujourd'hui, c'est toujours très difficile pour les jeunes qui sont habitués au digital et autres. C'est pourquoi aller se faire enrôler de façon physique. Je vais vous prendre 2 exemples. Souvent, les gens, quand on le dit, je me dis toujours que ce qui a marché ailleurs, on peut le prendre et puis ça a marché ici. Ici, on a des intelligences en Côte d'Ivoire qui peuvent nous mettre des applications, des logiciels dans lesquels on peut demander les mêmes documents qu'on demande à un requérant. Qu'on souhaite qu'un référent se déplace pour aller physiquement pour aller le faire. Et il va le faire en ligne. Je prends un exemple. Aux États-Unis, il y a 3 manières de se faire enrôler sur la liste des 3. D'abord, quand tu as la majorité, et c'est valable aux États-Unis comme en France, tu as la majorité, c'est automatique. On ne vient pas, tu es un Ivoirien, tu as la majorité, automatiquement ton nom est sur la liste des 3. Je pense bien qu'on peut le faire ici. C'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Permettez qu'il termine et puis après on peut réagir, il n'y a pas de souci. Être présent sur la liste des 3 n'est pas obligatoire. C'est le rôle de la CEI. Ce qu'on oublie, c'est que les acteurs politiques peuvent aider la CEI à réussir sa mission. Mais ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le rôle des acteurs politiques. Le premier rôle, l'État a confié ça à un organe de gestion des élections, de renrôler les gens. Herman, revenons sur l'idée. Je disais, donc aux États-Unis et en France, quand tu as 18 ans, automatiquement, quand tu es ivoirien, on te met sur la liste électorale. On n'attend pas que tu viennes t'inscrire, t'enrôler. Deuxièmement, tu peux le faire par courrier. Ça veut dire que tu imprimes le document d'enrôlement, tu écris que tu as 18 ans, tu mets tes documents, tu envoies ça à la CEI. La CEI est chargée de te mettre sur la liste électorale. Ce n'est pas quelque chose, je veux dire, on demande aujourd'hui. On voit que c'est lent. On demande. Et puis, jusqu'à la veille aux États-Unis, quelqu'un peut se faire enrôler et puis le lendemain, s'il a la majorité, il peut aller. Je veux dire que c'est des choses faisables. Regardez, même quand on trouve, tellement qu'on est lourd. Lorsqu'on trouve les formules pour dire que les nouveaux majeurs qui auront 18 ans à partir de mars vont pouvoir voter, mais ceux qui n'ont pas 18 ans qui ont 18 ans après mars ne pourront pas voter. C'est une injustice qu'on leur fait, puisque au 30 octobre 2025, ceux-là, ils ont eu 18 ans révolus peut-être de 4-5 mois. Alors, mais Herman, ils ne pourront pas voter parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Justement, Herman, alors, il faut dire quand même que les États-Unis, c'est quand même une grosse et ancienne démocratie qui ont testé plusieurs systèmes. Est-ce que nous, est-ce que nous, on ne serait pas prétentieux de pouvoir réaliser ce dispositif-là? C'est pourquoi je vous ai dit, ici en Côte d'Oire, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont là, qui peuvent créer des applications et qui vont nous faire l'économie d'aller aller mettre des agents électoraux dans les villages et autres qui sont budgétivores parce qu'il faut bien entendu les prendre en charge. On peut confier cela, lancer un appel d'offres à des jeunes Ivoiriens des entreprises. Est-ce que ces entreprises leur demander si les entreprises peuvent faire? Et puis on leur dit, enrôlez-moi des gens sur 3 mois. Vous verrez qu'il y aura des entreprises, des sociétés ivoiriennes ici qui sont très forts, qui sont très forts dans ces genres d'applications technologiques là, qui pourraient nous accompagner. Le système de la CEI, c'est vrai, aujourd'hui on appelle, mais c'est lourd. Vous voyez bien que les jeunes que ça concerne, Élysée l'a dit, on va finir l'opération des 21 journées, on ne va pas avoir plus d'1 million de personnes. Ça encore, on lance des courriers. Est-ce que justement, on n'est pas peut-être un peu trop négatif? Parce que depuis que ça a commencé, les chiffres commencent un peu à grimper. Oui, mais il faut faire le ratio après. Écoutons Élysée et ensuite Daouda. Voilà. Élysée, vous n'étiez pas très d'accord avec les propos d'Herman, allez-y. Non, pas que je ne sois pas totalement d'accord avec les propos d'Herman, mais je pense qu'il faut que Herman nuance un peu ses propos. Parce que, vous voyez, il faut voir déjà la configuration de nos sociétés, qui ne sont forcément pas les sociétés occidentales. Aujourd'hui, là, combien de personnes ont la capacité de pouvoir lire une application, se faire enrôler? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Bouaké. La Côte d'Ivoire, c'est aussi Kpogouin chez moi. Voilà, c'est aussi Kpogouin où il y a au moins près de 1000 et quelques âmes qui y vivent et qui ont au moins 60% qui peuvent voter. Donc, ce n'est pas juste des gens qui ont du digital. Le problème, c'est pourquoi je dis, c'est une solution que tu mets, que je ne refuse pas, mais il faut nuancer. Il ne faut pas dire que les gens n'ont pas envie de peut-être se faciliter la tâche, pas du tout. Et puis dans ce pays-là, il faut toujours tirer les leçons du passé. Il y a eu des opérations similaires qui ont fait objet de critiques parce qu'on a trouvé derrière que vu qu'on n'avait pas affaire à une personne physique en face, il y avait une volonté, une velléité de tricherie. Ça, on a entendu ça ici. Donc, c'est des éléments quand même qu'il faut mettre dans la balance. Et puis, il faut compter avec pour que finalement on puisse arriver à des solutions qui soient des solutions raisonnables. Très bien, merci beaucoup, Élysée. Je voulais juste dire à Élysée qu'à Kpogouin, même les élèves inscrits s'inscrivent en ligne. Très bien, Herman, vous n'avez pas la parole. Sans problème. Les élèves là, qui sont dans nos écoles là, vous n'avez pas la parole. s'inscrivent en ligne. On a fini le sujet. Merci beaucoup. Herman, merci.
Merci beaucoup, messieurs. Regardons maintenant notre dernier sujet, le financement du terrorisme et blanchiment d'argent. Et je commencerai par vous, Daouda. Mais moi, je ne maîtrise pas grand-chose sur ce sujet. Non, mais vous allez répondre. La Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI. Alors, Daouda, que comprendre de ce sujet? Qu'est-ce que le GAFI, justement, pour ceux qui sont en train de nous suivre, Daouda? D'accord. Le groupe d'action financière, c'est ce qu'on appelle le GAFI, en fait, qui est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1989 par les ministres des pays membres. Et donc, l'objectif du GAFI est de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme à l'échelle mondiale. Et donc, l'intégration de la Côte d'Ivoire dans cette liste récemment par cette organisation-là peut avoir des conséquences plus ou moins bien, mais il faut pouvoir dire aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire, véritablement, quand le GAFI avait en son temps demandé des actions à la Côte d'Ivoire, sur les 84 actions, il n'en reste que 14. Il ne reste que 14 actions à faire, en fait. Donc, techniquement, je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a véritablement montré sa volonté à montrer patte blanche au groupe d'action financière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur la question, mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Les autorités compétentes feront en sorte que tout se passe bien. Marius, comment le gouvernement il travaille d'arrache-pied, justement, pour, comme Daouda l'a dit, faire patte blanche aux institutions financières? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une obligation qui est imposée, j'allais dire, à notre pays, à la Côte d'Ivoire, qui a été mise justement sous surveillance renforcée par le GAFI, qui a révélé d'ailleurs des lacunes stratégiques identifiées au niveau de notre régime de lutte contre le blanchiment d'argent. Bien évidemment, quand vous regardez sur l'ensemble du territoire national et surtout dans les grandes métropoles comme celle d'Abidjan, vous avez des mosquées qui poussent par-ci, par-là, vous avez des églises qui poussent par-ci, par-là, des immeubles qui poussent par-ci, par-là. Pourquoi est-ce que cela intéresse le GAFI? Oui, mais les enquêtes, démontrent qu'un individu qui a juste une petite boutique par-ci, par-là et qui se retrouve à construire un immeuble R+10, R+12 et au-delà, de luxe, sans véritablement attester de ce que son activité qu'il mène puisse lui permettre de réaliser un tel bâtisse, ça suscite beaucoup de préoccupations. Mais bien évidemment, il y a aussi la question de la drogue. Il y a aussi la question du sexe et donc de la prostitution de haut niveau. Et donc, c'est tout ça que le GAFI regarde. Et donc, d'ailleurs, le Sénégal était sur cette liste noire, tout comme l'Angola, le Liban, le Mali, pas mal d'autres pays. Et donc, le Sénégal a été retiré tout récemment donc, de cette liste, mais la Côte d'Ivoire est en train de faire énormément d'efforts qui, d'ailleurs, sont appréciés par les responsables du GAFI. Et je suis convaincu qu'avec dans les mois à venir, il est certainement certain que la Côte d'Ivoire sortira donc de cette liste noire. Il y a aussi le problème donc, du financement des organisations de la société civile. Et on termine, oui. Et bien évidemment, il y a des associations qui se créent, des fondations qui se créent, des ONG qui se créent. On ne maîtrise pas la source de financement. On ne sait pas d'où sortent leurs flux financiers, mais quand on regarde justement leur empreinte au niveau de l'activité, au plan national, on se rend compte que, eh bien, il y a beaucoup d'interrogations à se faire. Et les services donc, de renseignement de l'État de Côte d'Ivoire, qui sont sous la coupole donc, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ont des informations mettant justement, révélant que le GAFI n'avait pas tort de mettre la Côte d'Ivoire sur cette liste noire. Mais ils y travaillent, en tout cas. Le gouvernement y travaille d'arrache-pied. Et d'ailleurs, la dernière résolution du GAFI encourage d'ailleurs nos gouvernants de poursuivre les efforts déjà entrepris. Élisée, quel est votre regard là-dessus, justement? Bon, je ne vais pas revenir sur les éléments de satisfaction déjà enregistrés par le GAFI, parce qu'effectivement, le GAFI aussi a relevé quelques éléments, quand même, qui sont des bons points pour la Côte d'Ivoire, sur lesquels il a encouragé l'État de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais revenir sur ce que le GAFI demande à l'État de Côte d'Ivoire, qui pour moi est quand même fondamental. Le GAFI demande à l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, d'améliorer la coopération internationale en matière d'échange d'informations et d'entraide judiciaire sur les dossiers transnationaux, de renforcer la supervision du secteur financier, entre parenthèses, banque, assurance, transfert de fonds, pour s'assurer de l'application effective des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement des terroristes, et enfin, d'accentuer les efforts de détection, de poursuite et de répression judiciaire des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme. On ne voit pas tous les... Quand je fais, non, je m'arrête à ça. Quand je lis ça, je note que c'est des éléments de façon basique quand même
devant lesquels, depuis des années, on nous dit que des efforts sont faits. Si le GAFI vient relever encore ce fait-là, je pense qu'il y a nécessité quand même que l'administration puisse faire des efforts. Qu'on ne se contente pas juste de faire des discours, mais qu'il faut que des actes puissent suivre. Il faut accentuer. Il faut que des actes puissent suivre. Parce que la question même de renseignement, d'information transfrontalier, tout ça, c'est important. Très bien. Donc, sur cet aspect-là, vraiment, il faut que les pouvoirs publics fassent beaucoup d'efforts. Et je pense qu'on a les moyens pour le faire. Herman, si le Sénégal est quitté, on peut quitter aussi. On peut sortir de cette liste. Voilà, on peut sortir de cette Herman, votre point et on part au journal. C'est juste un élément à ajouter sur le processus enclenché par le Sénégal pour sortir de cette liste. Et pour sortir de cette liste, il a fallu au Sénégal d'adopter un plan de 29 actions qui ont été déclinées en 49 mesures. Ils ont présenté 9 rapports de suivi et un rapport de synthèse. Et ils ont mobilisé leur comité national chargé de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme. Il y a beaucoup d'efforts. Moi, je pense qu'il faut regarder, surtout que apparemment, le gouvernement connaît les acteurs, il connaît les secteurs dans lesquels ces blanchiments d'argent et les flux de capitaux là se font. Il faudrait qu'ils puissent les identifier et qu'ils puissent les poursuivre pour que le GAFI, parce que c'est pas joli, ça peut faire fuir les investisseurs. Absolument. Très bien. Alors, je pense que la Côte d'Ivoire y travaille et on sait que bientôt, on sortira de cette liste. Merci, messieurs. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours en place. Herman, Élisée, Marius, Daouda. Et nous allons parler sport. Enfin, on ne voulait pas avoir de dissidence là-bas, mais encore, il y a une dissidence, un problème au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et ça y est, le ministère a pris une décision. Il suspend donc toutes les activités liées au taekwondo en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'il y avait une très grande compétition annoncée. Marius, votre regard là-dessus? Est-ce que c'est de nature à ramener la paix au sein de la fédération, à faire en sorte qu'ils discutent? L'État est le régulateur donc, des activités sportives au niveau national et le ministère en charge des sports et du cadre de vie, en pareille circonstance où nous constatons une dualité, pour ne pas dire un bicéphalisme qui profilait à l'horizon au sein donc, de la gestion du taekwondo en Côte d'Ivoire, a jugé utile de suspendre donc toutes les activités de cette discipline sportive, au fin certainement d'amener les acteurs à la table de discussion. Et de colmater certainement les brèches pour éviter justement d'assister toujours à ce que nous appelons les mouvements, les réactions, les sursauts d'orgueil des uns et des autres qui créent justement des dysfonctionnements dans le fonctionnement des différentes structures sportives. Et je pense que le ministère en le décidant et la fédération en chapeautant la décision du ministère par un communiqué informant donc l'ensemble des taekwondoïnes que effectivement tout a été suspendu, toutes les activités. Nous nous rendons compte finalement que des activités étaient menées par la fédération, là où les dissidents disaient qu'aucune activité n'était menée par cette fêtière. Élisée Boloubeu, alors le président justement Jean-Marc Yassé a exprimé dans un communiqué son incompréhension face à cette décision qu'il qualifie de surprenante et inadmissible. Votre réaction? Oui, mais bon, je peux comprendre qu'il qualifie d'inadmissible, mais je pense que c'est le rôle de l'État aussi de prendre des mesures conservatoires quand on est face à une situation qui peut, d'une manière ou d'une autre, perturber la quiétude, je dis, des pratiquants de ce sport-là et les membres de la fédération. Donc l'État, un État responsable, prend des dispositions, des mesures conservatoires, le temps de mieux comprendre ce qui se passe au sein de la fédération, au terme d'un ensemble d'investigations et d'enquêtes, pour que l'État soit en mesure, en tout cas, de prendre une décision qui soit favorable. Ce que moi je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, au regard du fait que la Côte d'Ivoire, avec les médailles, avec des athlètes comme Cheikh Salah Cissé ou Ruth Gbagui, aujourd'hui est au firmament quand même du taekwondo mondial, on ne peut pas se permettre quand même de faire un blackout total sur les activités taekwondo en Côte d'Ivoire. Il faudra peut-être que le ministère accélère aussi ses investigations, de sorte à ce que cette mesure conservatoire-là soit levée le plus rapidement possible, après qu'on ait eu les conclusions des enquêtes et qu'on puisse tirer une résolution qui soit vraiment au bonheur, au bénéfice des pratiquants du taekwondo. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Mais ça interpelle aussi sur la nécessité. C'est vrai qu'on dit généralement on ne veut pas que les politiques ou bien que les ministères s'inclusent dans ce qui se passe au sport. Mais je crois qu'avec de telles attitudes, il est nécessaire quand même que le régulateur soit beaucoup plus regardant et qu'il se donne beaucoup de marge pour se rassurer que ce qui est fait à l'intérieur des fédérations est conforme vraiment au cahier des charges. Herman, quel est votre justement regard sur la décision du ministère de suspendre les activités de la Fédération ivoirienne de taekwondo? Moi, la seule question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que gagnent les taekwondoïs de Côte d'Ivoire avec cette décision de suspension? Je vois bien que
Il suffit juste que dans une fédération, un groupe crée un petit désordre et on suspend les activités de cette fédération. Je ne crois pas que ça soit la solution optimale. Pour moi, le ministère du Sport aurait pu échanger à la fédération pour essayer de trouver une formule à essayer forcément, de rapprocher, il y aura un cadre de discussion. Voilà, que de suspendre les activités où vous voyez bien qu'il y avait quand même un calendrier, Marius le disait tout à l'heure, qui était prévu. Et finalement, on ne va pas tenir ce calendrier. On a des athlètes, Daouda, Élisée l'a relevé, on a des athlètes qui sont de rang international, qui ont certainement besoin de voir que la fédération vive et qui vont être... Mais tout cela, moi, ça m'amène, je vous dis, lorsqu'on dit un maire, en même temps gérer une fédération, souvent, quand il y a une activité, il y a des bruits dans une des activités, ça détient aussi sur... Il faudrait que peut-être les prochaines législatures réfléchissent à ces questions-là. Quelqu'un qui a un poste, qui est un élu local et autres, ces gens d'associations ne devaient pas forcément être à la tête de ces gens d'associations, puisque ce serait une fédération nationale qui est gérée par qui est coordonnée par il peut y avoir des implications après politiques. C'est mon avis. Je pense bien qu'on peut décider que les présidents de fédération... Si on est maire, on reste maire sans gérer une autre fédération, pas seulement en Amérique. Lorsqu'on est élu local, on se concentre sur... parce que ce n'est pas que tu vas poser, les actions que tu vas poser au sein de la fêtière qui est sportive et autres, même si c'est une association, ça va forcément réjaillir sur l'image de marque de la communauté que tu gères. Très bien, c'était le regard d'Herman. Daouda, quel est le vôtre, justement, sur la situation? Il y avait la coupe de l'ambassadeur de Corée qui était prévue le 26 octobre, qui donc se voit suspendue. Il y a les acteurs qui, forcément, vont se poser des questions. Comment arriver, justement, à la sortie de crise, selon vous? Je parle sous le contrôle de vous quatre, qui êtes tous chrétiens ici, sur ce plateau. Parce que, avec ce que je vois à la Fédération ivoirienne de taekwondo, nous faisons face au jugement de Salomon. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un bébé qui est là. Chacune des femmes veut le bébé. Il y a une qui veut qu'on découpe le bébé. Et donc, je veux dire, le ministère aujourd'hui est dans la posture... Finalement, lorsque l'épée est arrivée, il y a une qui a dit, la vraie mère, le sang a parlé. Vous êtes un peu pressé, mais bon, il y a arrivé. Pour dire qu'aujourd'hui, moi, je pense pour ma part que le maire Yassé devrait se mettre dans la posture de la mère qui est prête à laisser le bébé partir. Comment cela, Daouda? Non, pourquoi je dis cela? Parce que je m'appuie effectivement sur ton argumentaire, Herman. Parce qu'en tant que maire, est-ce que tu as le temps véritablement? Parce qu'aujourd'hui, avec toute cette disgrâce, toutes ces griffes, tous ces propos qui sont donnés par tes adversaires au niveau sportif, forcément, ça va déteindre sur ta gestion au niveau politique. Ça aura forcément un impact. Et aujourd'hui, le juge Salomon, qui est le ministère aujourd'hui, a décidé de récupérer. Mais pour le bonheur des taekwondoïnes ivoiriens, pour le bonheur des sportifs ivoiriens, je pense que quelqu'un, à un moment donné, devrait laisser tout aller. Vous vous rappelez, lors des Jeux Olympiques de Paris, Ruth Gbagui a failli ne pas partir. Tchèque a failli ne pas partir. Mais combien de courriers est-ce que ces taekwondoïnes ont dû faire? Combien de fois ils ont dû taper du poing sur la table? Parce que depuis cette période-là, je pense qu'au niveau de la fédération, il y avait problème. Moi, ici, je ne suis pas dans une posture de dire que le maire Yassé a tort ou a raison. Mais je dis clairement que si cette question n'est pas réglée au niveau du taekwondo ivoirien, je suis sûr et certain que ça aura une répercussion sur sa gestion managériale au niveau de la politique locale. Moi, mon point, c'est... j'aimerais avoir votre point de vue. Peut-être, Marius, est-ce que ça interdit à un maire de pouvoir gérer donc une association sportive? En quoi est-ce que cela pourrait gêner sa capacité de gérer sa commune? À dire vrai, oui. Au regard de nos textes, tant pour la gestion des collectivités que pour les organisations associatives, qu'elles soient des associations particulières comme celle des taekwondoïnes, oui. Cela n'enlève en rien à la qualité des maires d'être en même temps président d'une fédération sportive. Seulement, et c'est ce que disait Élisée et ce que disait Herman est soutenu par Daouda, lorsqu'il y a des sons de cloche discordants d'une telle envergure, au point qu'il y ait une dualité au sein de la gestion de la fêtière, cela
Pourrait, selon vous? Non, à n'en point douter, cela aura certainement, pour l'image même de l'homme politique et de sa gestion au niveau communal, les prochaines élections peuvent être utilisées, j'allais dire, les dérives liées justement à la gestion de la fêtière sportive peuvent avoir des répercussions sur sa carrière politique au niveau donc de son électorat. Bon, pour terminer, Daouda, dernier point. Il y a un exemple même palpable qu'on a eu sous nos yeux ici très récemment. Comment on appelle ça? L'exemple du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. C'est vrai qu'il y a incompatibilité entre son poste de président de l'Assemblée nationale et son poste de président directeur général. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour ceux qui suivent l'actualité économique et politique en Côte d'Ivoire, si vous avez remarqué, mais les petits soubresauts qu'il y avait au niveau de la gestion au niveau de l'entreprise du président de l'Assemblée nationale, mais avaient commencé à avoir de l'impact sur sa gestion au niveau politique. Donc les gens faisaient un mélange des gens à chaque moment. Mais jusqu'à ce que... Comment ça se règle? Mais justement, mais l'Assemblée nationale lui a fait un courrier pour dire il va falloir que tu fasses un choix. Et il a démissionné de son poste de président directeur général du groupe SNEDAI. Pour aujourd'hui, ça donnait seulement qu'à la gestion de l'Assemblée nationale. Le jour où il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il pourra aller faire son activité. Nous, on ne dit pas que... Ici, on n'a pas dit qu'il y a assez à tort. Hein. On dit juste que, vu que tu es dans un élan politique, il ne faudrait pas que cela ait un impact sur ta gestion. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, pour terminer cette émission, regardons un peu ce qui se passe. Ce qui s'est passé justement du côté de plusieurs résidences de cités universitaires. C'était le samedi dernier. Il y a eu donc la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps Vagondo Diomandé, qui a salué la cohabitation entre les forces de l'ordre et les étudiants. Donc, lors de ces visites-là, il a rencontré des étudiants, ils ont parlé, et il faut rappeler que des mesures, voilà, qui ont des mesures qui ont interdit, voilà, des activités provisoires, des associations syndicales estudiantines sur le terrain universitaire. Alors, Herman, c'est une bonne nouvelle que le patron de la sécurité en Côte d'Ivoire puisse descendre sur le terrain et prendre le pôle de la situation? C'est une très bonne nouvelle. Je trouve qu'il aurait pu se faire accompagner par son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ça allait donner beaucoup plus une image de solidarité dans la gestion, parce que les campus, avant tout, c'est les campus universitaires, c'est l'affaire. Est-ce qu'on sait si son calendrier lui a permis aussi? Bon, ouais, c'est ce que je dis à Honorable. C'est pourquoi je ne dis pas qu'ils n'ont pas. Mais ça aurait. Vous auriez aimé les voir ensemble, très bien. Ça aurait été une très belle image. C'est une belle tournée. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même. J'ai bien aimé le fait qu'il décide de laisser une certaine permanence en termes de forces de défense et de sécurité, de police. Parce que quand on regarde la population souvent de certaines résidences universitaires, c'est la population de certaines villes et autres qui nécessitent qu'il y ait un poste de police. Parce que là où une communauté se forme, on peut trouver la formule, puisque même sur le campus, il y a les services de l'État qui sont là-bas, qui ne sont pas forcément des services étudiantins, mais des services de l'État. Il faut trouver une forme pour gérer, parce que je pense bien, la police est outillée pour gérer toutes ces questions civiles et autres de sécurité d'une communauté. Il faut penser peut-être, avant c'était difficile parce que avec les débats avec la FESI, les gens estimaient que la police sur une résidence universitaire, c'était vouloir embastiller les étudiants. Mais aujourd'hui on est là, il y a des étudiants qui ne sont pas forcément membres militants d'un quelconque syndicat et qui veulent rester neutres, qui veulent avoir la sécurité pour mener à bien leur activité. Il a parlé de permanence aujourd'hui, mais il faut qu'on arrive certainement à un poste de police de façon à gérer, pour qu'on ait plus ou moins des responsables auprès de qui on pourrait avoir des informations et pour que les étudiants puissent aller porter leur plainte si jamais il y a des... Parce que, croyez-moi, il peut y avoir des relents de recolonisation des mafias et autres là, estudiantins sur les résidences universitaires. Alors, Élisée Boloube, votre point là-dessus, est-ce qu'il faut des postes de police ou gendarmerie quand on sait qu'ils ne sont pas très très loin du campus? Bon, je pense que déjà pour la question de l'établissement d'un poste de gendarmerie ou de police, ça va faire l'objet d'une étude approfondie. Ce n'est pas des décisions qu'on peut prendre comme ça sur un coup de tête. Oui, non, je sais, je ne suis pas en train de contester ce que tu dis. Je complète même d'ailleurs. Ça va faire l'objet certainement d'une étude et puis sur cette base-là, la décision sera éventuellement prise. Mais c'est une très bonne chose déjà qu'il y ait une présence de forces de police sur ces campus-là. Si vous vous souvenez, quand la décision a été prise ou quand l'opération de démantèlement a été lancée sur les campus de la FESI, c'était l'une des craintes de certains résidents qui disaient que si la FESI part
et qu'il n'y a pas de sécurité, n'importe quel kidam pouvait investir la cité universitaire. Donc ça devenait un peu compliqué. Aujourd'hui, avec la présence des forces de police, je pense que ça vient rassurer éventuellement tous ces résidents-là. Et puis nous-mêmes, en tant que citoyens, c'est déjà quelque chose qui vient nous rassurer. C'est déjà une très bonne chose. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut que les conditions soient rapidement réunies pour que la sérénité revienne au sein des entreprises, des cités universitaires. Campus, voilà. Que la normalité revienne, qu'on sort de ce semblant de, déception qui règne un peu sur les cités universitaires, là, qu'on sorte un peu de ça et que vraiment on sente que la vie a totalement repris et que les choses marchent comme il se doit. Il faut qu'on se donne les moyens d'y parvenir le plus rapidement possible. Marius? Alors, la présence des forces de l'ordre sur une cité universitaire... Déjà la visite du ministre? Oui, la visite du ministre, ça s'impose, eu égard à tout ce que nous avons pu entendre, lire et voir ça et là sur nos cités universitaires ces dernières semaines, qui a d'ailleurs vu l'arrestation du secrétaire général de la FESI. Mais au-delà de cet aspect qui est d'ailleurs salutaire pour se rendre compte des réalités du terrain, vu que sur les cités universitaires, on avait découvert des armes, on avait découvert des grenades et même des couloirs de torture et tout ça. C'est bien que le ministre se soit lui-même déplacé pour se rendre compte des réalités des faits. D'ailleurs, on constate qu'il est en compagnie du directeur général adjoint de la police, en charge donc de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Dosso Siaka. J'avoue que pour moi, la présence de la police... Quand j'ai dit tout ça, j'avoue que pour moi, la présence de la police sur une cité universitaire viole, à n'en point douter, les franchises universitaires. C'est-à-dire? Mais dans le cas d'espèce, on ne peut plus parler de franchises universitaires dans la mesure où les faits qui ont amené justement la police, le ministère de la Sécurité et sinon le ministre de la Sécurité à dépêcher une équipe de la police sur nos cités universitaires s'imposaient. Parce que dans la réalité, la situation actuelle est... bon, je termine par là pour permettre à mon collègue de s'exprimer. D'accord, très bien. Très rapidement, je sais qu'on est pressé par le temps, mais vous vous rappelez qu'après 2011, il y avait plus de... En ce moment, la FESI avait été plus ou moins suspendue. Oui. Et il y a eu des heurts entre la police nationale de Côte d'Ivoire et les étudiants au campus là-bas. Pendant ce temps, la FESI n'était pas là. Et c'est en ce moment que la franchise universitaire avait été encore remise. Exactement. Moi, aujourd'hui, je vous le dis en toute sincérité, je suis contre le fait qu'aujourd'hui, ce soit la police nationale qui soit là pour faire la sécurité au niveau du campus. Mais qui doit la faire, selon vous? Justement. Mais il faut apprendre à copier les grands pays aussi. C'est cela. Pour vous qui avez fait les États-Unis, il y a une police universitaire. Et je pense que ça peut donner de l'emploi à d'autres jeunes. Laissons la police s'occuper de d'autres questions sécuritaires et embauchons d'autres jeunes sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de sorte à ce que, comme on l'a fait en son temps, le ministre Bakongo, quand il était ministre de l'Enseignement supérieur. Il faut penser à ça. Mais oui, on parle de la même service de police. Tout à fait. Seulement que police universitaire. On termine sur le sujet. Le sujet est terminé. On est encore là demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine. Non, la police nationale, c'est pas bon. Police, c'est police. Merci beaucoup. Daouda, on revient demain. Police, c'est pas police. C'est pas grave. La franchise universitaire. Voilà, on revient. Maryse Komoé, on reviendra demain. Daouda, Élisée, en tout cas, Herman, merci à vous. Merci. Après un très bon week-end, on est encore là. Par la grâce de Dieu, les sujets donc reviendront chaque jour. Merci de nous avoir suivis. Alors, justement, demain, on vous donne rendez-vous parce qu'on aura une émission spéciale avec Kone Katina, qui sera donc ici, du PPACI, qui sera avec nous de 19h à 20h30. Toutes les questions d'actualité seront donc passées au crible par nos amis et on fera assurément une très belle émission. Prenez-nous en marche à partir déjà de 19h. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.